C'est Violaine Vanoyek, Kiosque, l'émission dominicale, avec Clara qui m'accompagne à la technique, et je continue sur les histoires amoureuses de l'Égypte ancienne. Donc j'ai essayé de vous montrer le peu d'éléments, malheureusement, à partir duquel on pouvait partir pour reconstituer la vie de certains couples. Alors, on parlait justement de Ramsès. Eh bien, Ramsès II était convoité par des centaines de femmes, comme la plupart des pharaons. Et pourtant, le rôle de pharaon n'était pas un rôle très pratique, très simple. Contrairement à ce que nous décrivent les péplums romains, les péplums même américains écrits aujourd'hui, eh bien, le pharaon était sans arrêt menacé par des notables qui avaient plus de puissance et plus d'argent que lui. Il pouvait être menacé aussi par des clergés qui étaient tout puissants et qui là aussi avaient le pouvoir, la possibilité de le renverser. Et si le Nil ne débordait pas suffisamment pour donner suffisamment de récoltes, eh bien là aussi la disette pouvait entraîner le peuple ou les ouvriers qui n'étaient pas payés à se révolter contre le pharaon, à faire grève et à le jeter dehors, comme ça a été le cas à certaines époques, sous Ramsès III. Eh bien, le pharaon était assailli aux portes de son palais par des ouvriers qui n'étaient pas payés, et ce qui peut faire penser tout à fait à l'époque de Louis XVI, où le peuple se révoltait contre le roi, donc à Versailles. On est tout à fait dans la même ambiance, donc il faut perdre de vue l'idée que le pharaon est omniscient, omnipotent, etc., et que tout le monde est avachi devant lui. Absolument pas. Les gens s'expriment, les ouvriers sont des salariés qui ont le droit de grève et qui peuvent manifester leur mécontentement. Le peuple aussi, donc le siège du pharaon, si je puis dire, est éjectable. Et la place de pharaon n'est pas aussi simple qu'on peut le penser quand on regarde les films américains. Alors la parenthèse terminée, la parenthèse fermée, eh bien revenons à Ramsès II. Je vous disais qu'il était convoité par des centaines de femmes. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lui qui était convoité par des centaines de femmes ou bien si c'était lui qui convoitait des centaines de femmes, parce que on lui connaît de très très nombreuses aventures autorisées, bien sûr, puisqu'il avait des harems, je vous l'ai dit, un harem au palais qui se trouvait donc à Luxor, mais également des harems dans des palais qui étaient situés ailleurs, des palais qui étaient des lieux où il allait provisoirement, par exemple un palais où il se rendait dans le nord de l'Égypte pour aller chasser ou pour aller pêcher, parce qu'il y avait beaucoup de gibier, beaucoup d'oiseaux dans le delta. Donc les pharaons avaient coutume d'aller dans un petit palais qui se trouvait dans le nord de l'Égypte pour leur loisir, on va dire. Et là, évidemment, il y avait un harem qui l'attendait. Il y avait aussi des harems d'accompagnement. C'était les harems qui le suivaient dans les campagnes lors des guerres, ou bien des harems qui le suivaient lors de ses expéditions. Alors expédition soit pour aller visiter, rendre visite donc aux alliés de l'Égypte, aux tributaires de l'Égypte, voire aux ennemis de l'Égypte, ou expédition pour aller récolter des trésors pour l'Égypte. Je pense notamment aux exploitations de turquoise et de malachite qui étaient grandement organisées sous Ramsès II, par exemple, et sous Toutankhamon, dans le Sinaï, au Serabi El Radim, donc l'endroit de la turquoise, qui existe toujours, mais où il n'y a plus de turquoise. Donc, c'est pas la peine d'aller y chercher des pierres semi-précieuses. Donc, Ramsès II. Alors, Ramsès II, comme je vous le disais, semblait très amoureux de Néfertari, son épouse. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Et il y avait une autre femme qui comptait dans sa vie, c'était Iset Nofret. Mais tant que Néfertari a été en vie, eh bien, il semble que
il semble qu'il ait eu quand même une grande préférence pour cette femme qu'il écoutait énormément. Alors, dans l'histoire amoureuse de l'Égypte ancienne, ce couple est reconstitué, on va dire. Il y a également de reconstituer le couple Ramsès III et Tilly. Tilly, qui n'était pas l'épouse officielle, mais qui était une favorite de Ramsès III. C'est un couple emblématique forcément parce que Tilly a eu des enfants avec Ramsès III et elle a voulu mettre l'un de ses fils, Pentahour, sur le trône. Or, il n'était pas l'héritier légitime. Elle a donc organisé le plus grand complot de l'histoire égyptienne en mettant de son côté tous les hauts fonctionnaires qui travaillaient au palais. Et elle a réussi d'ailleurs à organiser petit à petit une véritable prison autour de Ramsès III et jusqu'au jour du complot. Et quelques jours avant le complot, Ramsès III a été prévenu par l'un d'entre eux qui finalement ne l'a pas trahi. C'était un peu un miracle. Donc Ramsès III a sauvé sa vie. Et il a réussi à faire arrêter de très nombreux partisans du complot, des comploteurs. On connaît exactement comment se sont déroulés le procès, quelles peines ont été données à ces gens-là. Bref, il s'en est tiré, mais ça reste quand même une histoire assez extraordinaire puisque c'est effectivement l'un des plus grands complots de sinon le plus grand complot de cette période historique. Et puis on a également bien évidemment dans ces histoires amoureuses de l'Égypte ancienne la reconstitution de Cléopâtre VII, amoureuse de César, qui serait tombée, point d'interrogation, amoureuse également d'Antoine, de manière à sauver une Égypte qui, à l'époque romaine, était moribonde. Mais Cléopâtre VII est un personnage extraordinaire parce que c'est une femme qui, dès la plus petite adolescence, décide de redonner à l'Égypte ses lettres de noblesse. Et alors c'est incroyable parce que alors que l'Égypte vraiment est désorganisée, exsangue, sans intérêt, elle devient province romaine, elle a envie, subitement, cette jeune adolescente, de refaire de l'Égypte qu'elle connaît au IIIe siècle, l'Égypte de Néfertiti, l'Égypte de Toutankhamon, l'Égypte de Ramsès. Et elle veut la rendre puissante de nouveau en disant qu'effectivement, elle est très riche. Oui, l'Égypte est riche parce que c'est un grenier à blé, parce qu'elle revend effectivement beaucoup à l'étranger, elle est encore riche et elle est encore belle parce que effectivement quand Cléopâtre VII fait visiter à César tous les magnifiques monuments le long du Nil, eh bien elle semble prestigieuse. Il n'empêche que Rome a déjà la main mise sur une partie de l'Égypte et qu'elle ne va évidemment pas céder puisque vous savez comment ça va se terminer. Octave, avant d'être Auguste, va déclencher la bataille d'Actium qui va être perdue par l'Égypte, gagnée par Rome, et donc l'Égypte va devenir définitivement province, enfin pour cette époque, province romaine. Alors, on va revenir donc sur ces différents couples. Je vais d'ailleurs vous lire des extraits du livre qui remettent donc en scène ces personnages. Alors, comme vous l'avez bien compris, nous n'avons que très très peu d'éléments historiques pour remettre en scène. Donc, ce qui est remis en scène, c'est soit à partir des rares textes ou extraits que nous avons retrouvés, soit à partir d'une iconographie qui nous permet d'interpréter certains liens que le couple pharaonique avait ou entretenait. Voilà. Et quelquefois, nous le savons aussi grâce à des petits clins d'œil des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui étaient proches du couple pharaonique et qui, dans leur propre tombe, ont fait des allusions au couple. Et là encore, une petite anecdote, enfin un petit détail pour que vous compreniez comment on travaille quand on reconstitue un petit peu ces histoires. Eh bien, prenons par exemple le cas de la femme d'Aménophis III,
qui s'appelait Tilly. Il y a eu une belle exposition au Grand Palais sur Amenophis III et Tilly. Et Tilly avait voulu organiser au mieux l'un des jubilés de son mari, qui a vécu longtemps, mais qui était très malade à la fin de sa vie. Et Tilly a donc embauché, si je puis dire, l'un de ses proches fonctionnaires à elle pour faire ce jubilé, pour être responsable de ce jubilé. Très fier, évidemment, ce fonctionnaire a fait représenter tout cela sur les murs de sa tombe que l'on peut visiter aujourd'hui. Et on voit il nous raconte comment il avait organisé le jubilé en embauchant des acrobates, on y voit des danseuses, on y voit des compétitions sportives, bon, tout le monde a l'air très très gai. Et il nous parle là, effectivement, on voit le lien entre Tilly, qui est très très amoureuse, mais surtout très attentionnée pour son mari, et bien s'occuper de lui, quelquefois le suppléer pour écrire pour inviter les gens au jubilé à sa place, parce qu'il à l'époque était trop malade pour pouvoir communiquer. Et donc on sent effectivement une grande complicité jusqu'à la fin de la vie d'Amenophis III entre cette femme Tilly et Amenophis III. Tilly qui, après la mort d'Amenophis III, a d'ailleurs accepté d'aller vivre auprès de son fils Amenophis IV Akhénaton en Moyenne-Égypte, et auprès de sa belle-fille Néfertiti. Voilà, donc on va passer, je vais vous lire des extraits donc déjà de ce couple, de ce récit sur le couple Ramsès II et Néfertari. Et je vous précise une dernière chose avant de commencer, c'est que ce livre des histoires amoureuses de l'Égypte ancienne qui a paru chez Grancher est découpé en plusieurs histoires. Donc si vous voulez, ça fait en fait 4 histoires dans un seul livre qui vous permet un petit peu de vous rendre compte, si vous ne connaissez pas du tout, de la vie à des époques légèrement différentes de ces couples.